Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je veux revenir sur, un peu revenir sur une chronique que j'ai faite il y a 2 semaines, 3 semaines, et qui m'a amené beaucoup, avec tout ce qui s'est passé présentement dans les médias sociaux, dans les nouvelles, à parler de dominance narrative. La dominance narrative, c'est souvent un peu l'effet qu'on a vécu d'avoir été dans la colonisation, que un pan de l'histoire a été favorisé, l'histoire qui a été le plus racontée, donc l'histoire qui a été écrite, qui exclut souvent les histoires des autres nations, même celles qui ont une histoire beaucoup plus ancienne. Donc, pourquoi on ne parlait pas de l'histoire des communautés autochtones, des peuples autochtones au Canada? L'absence aussi, dans le fond, des fois, de l'histoire des femmes, de l'histoire des personnes afrodescendantes, des immigrants, dans le grand narratif commun qui domine, justement, dans l'histoire, par exemple, au Canada. Puis ça, je donne juste l'exemple canadien parce qu'on pourrait faire ça un peu partout dans le monde. D'ailleurs, on découvre de plus en plus dans toutes les histoires des personnages qui n'ont pas été mis de l'avant par le passé, mais qui commencent à faire, je dirais, le devant de la scène, parce qu'on commence à s'intéresser justement à l'histoire de l'autre. Eh bien, au Canada, un des enjeux qu'on avait pour parler de dominance narrative dans les dernières semaines, c'était le Kukum Scarf, le foulard de grand-mère, qui a ses origines dans les échanges que les communautés ukrainiennes et les communautés autochtones dans l'Ouest, particulièrement les Cris, avaient. Et donc, ces foulards-là, le floral, qui était aussi un design qui est très apprécié par les communautés autochtones partout en Amérique du Nord, eh bien, pourquoi ces foulards-là commencent à faire partie de la régalia de beaucoup de nations autochtones, dont moi, j'ai beaucoup de Kukum Scarf chez nous, mais ce n'est pas le seul foulard que j'ai. Sauf qu'en apprenant justement l'histoire des familles ukrainiennes, des échanges, j'ai comme compris comment ils s'étaient rendus jusqu'à moi. Ce qui était fantastique avec le discours du Kukum Scarf, c'est que même ma connaissance de l'origine des foulards ukrainiens a remonté jusqu'à même ses origines roms, qui sont eux aussi des communautés nomades qui existent en Europe, qui ont été opprimées énormément, et que leurs foulards se sont mélangés dans les cultures de tous jusqu'à ce qu'ils se rendent dans la garde-robe d'une petite Innu de la Côte-Nord. C'était extrêmement intéressant. Et ça m'a même fait faire des embranchements un peu partout parce que je n'ai pas que des Kukum Scarf. J'ai aussi ce qu'on appelle des Babushka Scarf, qui sont l'équivalent russe, avec des florales russes. J'ai aussi des fleurs fleuries qui viennent du Japon, parce que nos grands-mères, nos tantes aimaient le fleuri, aimaient justement, c'est la partie florale qui nous a connectés, le foulard. Et là, j'ai découvert d'autres embranchements d'histoire parce que pour beaucoup de femmes dans l'Ouest, c'était une manière de faire de la modestie à cause de la religion, à cause de la conversion vers les différentes foi chrétiennes. Et là, pour beaucoup, c'était montrer son respect face à l'Église en couvrant ses cheveux. Bien sûr, cette trame narrative-là, en se rendant jusqu'à nous aujourd'hui, change selon qui a été converti en premier, qui l'a été avec des chapeaux, qui l'a été avec des foulards, pour dire de couvrir la tête, qu'est-ce que ça l'a transformé. Puis moi, de mon point de vue, la raison pourquoi j'ai adopté les foulards, qu'ils soient ukrainiens, russes, japonais, c'est par le fait que quand je suis allée dans le bois, on m'avait une fois donné une casquette avec un filet et il restait coincé dans les branches des arbres. Et j'ai sorti le foulard de ma grand-mère que je porte depuis que je suis une adolescente. Je l'ai mis sur ma tête. Je me suis dit, mais c'est pas pour rien que nos tantes, nos grand-mères le portaient. Ça pogne pas dans les branches, ça cache derrière des oreilles des petites mouches noires, ça garde mes cheveux beaucoup plus en dehors de mon visage. Donc, pour moi, ça avait un sens dû au territoire qu'on habite, dû aussi aux grands-mères puis aux héritages. Souvent, un héritage qu'on reçoit, c'est les foulards. J'ai des foulards de mes tantes, j'ai des foulards de mes grands-parents qui sont décédés ou que j'ai gardés précieusement parce que ça venait justement de ma famille. Et je les ai adoptés, comme on peut adopter quelque chose qui vient de sa grand-mère, dans ma perception, dans mon histoire, dans le narratif justement de mon identité. Alors, vous voyez, ça a été un peu partout, ça l'a relié à des raisons catholiques, ça a fait le chemin du narratif. Et beaucoup de personnes aussi ont dit, mais là, on va pas commencer à glorifier un tissu qui est clairement un tissu qui vient du colonisateur. Il y en a qui disent, non, moi, c'est en lien avec ma grand-mère. Et là, c'est la raison pourquoi je parlais de dominance narrative, c'est que souvent, on a fait
une histoire pour un objet. Et dans le concept des premiers peuples, puis c'est là où moi je fais vraiment une distinction par rapport à comment je vois les discussions avoir lieu sur des places publiques avec des personnes allochtones et des personnes autochtones, versus les discussions qu'on a entre communautés autochtones, je vois comment cette dynamique de narration se met en branle-bas. Parce que quand on est entre nous autres, entre communautés autochtones, il y a cette compréhension-là que l'histoire qu'on raconte, c'est pas une pour faire dominer l'autre, c'est un partage. Et ça nous permet d'avoir une vision plus grande et de la connexion qu'on a les uns avec les autres. Donc, quand je vois, par exemple, le foulard, quand je vois comment le tabac est utilisé, quand je vois comment le foin d'odeur s'est rendu jusqu'à moi, parce que j'en avais pas quand j'étais très jeune, mais par les échanges, c'est devenu quelque chose d'important. Et que ces histoires-là se sont mélangées, tu sais, c'est devenu un peu l'idée pourquoi des courants comme le pan-indianisme, qui est souvent critiqué comme étant l'idée de vouloir avoir une culture pour toutes les nations autochtones, alors que c'était un cadeau que les autres nations autochtones avaient donné aux nations autochtones en attendant qu'eux-mêmes puissent se reconnecter à leur cérémonie dont ils avaient été arrachés par la colonisation, par les pensionnats. C'est devenu ça. Est-ce que c'est une dominance de la narration? Est-ce que ça veut dire que c'est la vision d'un autre peuple qui vient sur notre culture? Et il y a un réflexe par rapport à ça qui est assez important parce qu'on dit, est-ce que je suis en train de me faire dire que toutes nos cultures sont comme ça? Est-ce que je suis en train de faire effacer justement tout le partage, toute la distinction, la saveur culturelle qui existe entre chaque nation, entre chaque communauté même? Dans la même nation, dans des communautés différentes, l'histoire peut varier. Donc, quand je vois ces échanges-là qui ont lieu entre communautés autochtones, je le vois, ce respect justement du point de vue narratif. Mais là, quand on arrive dans un concept où il y a une culture dominante qui s'est imposée, il y a des cultures avec lesquelles on partage le territoire, qui ont eu aussi des courants de dominance narrative sur eux, qui ont été imposés. Et là, est-ce que je suis en train de me faire dominer? Est-ce que mon histoire est racontée? On pousse beaucoup pour que la multitude des histoires soient racontées, pour justement arrêter d'invisibiliser, parce qu'il y a eu une idée d'invisibilisation derrière ces différences culturelles-là, qui pour nous étaient de la richesse, c'était de la différence, mais qui pour d'autres était un danger, était quelque chose à effacer, justement à coloniser. Alors, toute cette discussion-là, des fois, je la voyais avoir lieu parce qu'il y a des nations qui sont plus populeuses, il y a des nations qui sont plus proches aussi des grands centres. Donc, leur courant narratif devient un peu plus raconté, un peu plus utilisé pour normaliser justement des aspects de la culture. Donc, ce qu'on appelle les cultures Siouan ou bien Lakota, Nakota, Dakota, qui ont beaucoup, beaucoup de prédominance culturelle parce que c'est celle qui a été beaucoup utilisée dans les westerns, par exemple, devient un peu l'idée que tout le monde a de toutes les cultures autochtones. Et plutôt que de voir ça comme c'est un aspect, souvent ça devient l'aspect le plus connu. Et là, on parle de dominance narrative, c'est de dire comment cette culture-là, à force d'être répétée, laisse pas de place pour les autres nations autour, pour les autres cultures, pour les autres façons de raconter l'histoire. Alors, c'est super intéressant à voir parce qu'on se rend compte aussi que ça l'a encore, comment je veux dire, que cette forme de dominance narrative qu'on pense avoir effacée parce qu'on décolonise, parce qu'on dit « Hey, regardez l'histoire des communautés autochtones », on voit ces dynamiques-là réapparaître dans les médias sociaux. On voit ces dynamiques-là se créer de manière différente et même utiliser des fois des lieux qu'on pourrait croire sécuritaires avec des alliés. Eh bien, ces alliés-là, sans s'en rendre compte, recréent des formules de dominance narrative. Et là, je parle de certains discours qu'il y a eu en ligne sur, par exemple, TikTok ou Instagram. Et là, le pouvoir de la masse allochtone et du message que, par exemple, des alliés féministes allochtones ou que des alliés allochtones, hommes ou femmes, ont, pour pouvoir le mettre de l'avant, vont aller utiliser la masse de la compréhension d'une histoire pour pouvoir aller, par exemple, annuler ce qu'on dit annuler ou effacer le message qui vient des communautés autochtones. Donc, en allant signaler, en allant dire ça se dit pas, ça se fait pas, alors que ces communautés-là apportent un nouveau message. Ce qui était quand même assez intéressant dans les dernières semaines, c'était aussi de voir que maintenant, beaucoup de groupes qui ont les mêmes problématiques, justement, de se faire
effacées au niveau de la structure narrative, commencent à créer des alliances. Donc, j'utilise des exemples parce que j'ai beaucoup en tête TikTok, où est-ce qu'il y a eu un gros débat autour de, vous pouvez aller voir le mot-clic #Woomland, et de voir comment les alliances entre les communautés LGBTQ2S, les alliances autochtones et les alliances de Black TikTok ont commencé à permettre justement une plus grande barrière contre des attaques qui viennent parfois du TikTok dominant, qui est souvent un TikTok blanc ou eurocentré. Extrêmement intéressant, ça parle quand même du déséquilibre dans les médias, mais ça parle aussi du message qui ne peut plus être effacé vraiment, puisqu'à travers les médias sociaux, on peut utiliser des manières de s'exprimer qui ne peuvent pas être effacées. Donc, la distinction culturelle, un peu comme le cercle de partage dont je parlais, existe beaucoup plus. Mais, justement, doit se protéger contre un grand collectif qui, des fois, peut devenir très dominant dans l'histoire qui est racontée. Extrêmement intéressant, beaucoup de choses à voir, beaucoup aussi d'espaces qui n'ont pas été occupés par le passé, par les Autochtones et dont les Autochtones veulent prendre possession, ou des places même que les Autochtones, les personnes qui sont afrodescendantes, tous les autres groupes qui veulent avoir justement une place autour du cercle de parole, commencent à prendre, mais apprennent à le faire d'une façon différente parce qu'ils doivent se défaire justement de ce système qui sait prendre sa place quand elle le veut, mais qui des fois doit faire avec justement ce que nous, on a créé pour pouvoir s'exprimer et exister en dehors d'un cercle de parole où le narratif est souvent excluant ou exclusif. Alors, c'est un peu compliqué, mais je trouve ça extrêmement intéressant. C'est quelque chose à observer. Je pense beaucoup au fait, parce que je fais de la radio, j'amène des fois des manières de raconter une histoire qui est tellement pas tant différente, mais qui amène quelque chose de différent, et que j'ai quand même eu la joie d'avoir beaucoup de gens qui me disent « Hey, je pensais même pas à ça, je savais même pas que ça existait. » Et ça, pour moi, ça veut dire qu'il y a encore de la place et des gens pour entendre nos histoires. Alors, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des commentaires ou des sujets que vous aimeriez entendre parler ou justement, vous aimeriez m'entendre partager dans une chronique. Je vous souhaite une belle semaine.